À présent, nous sommes à l'abbaye de Lérins en compagnie du frère Vladimir. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question, comment doit-on vous appeler? Alors vous pouvez m'appeler frère Vladimir, il y a de multiples manières, mais celle-là va très bien. D'accord. Alors nous sommes, vous m'avez dit, au cœur de l'abbaye de Lérins, mais dans la zone où il y a les retraitants, c'est ça? Donc nous sommes dans le jardin de l'hôtellerie. Jardin d'hôtellerie. Ça fait partie de la tradition monastique d'accueillir des hôtes qui viennent faire des retraites. Et on leur a aménagé aussi un espace où il y ait plus de silence et où les touristes n'accèdent pas. Ce qui fait qu'en gros, il y a 3 parties sur l'île. La partie où tout le monde peut accéder, la partie pour les retraitants et la partie pour la communauté, ce qui inclut aussi la partie agricole où nous travaillons. D'accord, et donc vous parlez du travail, la vie monastique comprend du travail, c'est bien ça? Oui. Et vous faites quoi comme production agricole? Alors, comme production agricole, on fait donc la culture de la vigne pour produire du vin, D'accord, la culture de l'olivier pour produire de l'huile d'olive, d'accord. et puis on a aussi un potager, mais là c'est pas à but commercial, c'est pour produire des légumes que nous consommons. D'accord, et revenons un peu sur les résidents, les retraitants. Qui peut venir passer une retraite aux îles, à l'île Saint-Honorat? Alors c'est ouvert à tout le monde. Oui. Simplement, il faut avoir conscience que c'est une retraite. Ce n'est pas des vacances au bord de la mer. Donc il faut avoir je sais pas, un motif, besoin de prier, de réfléchir, de s'isoler. C'est des séjours qui n'excèdent pas une semaine. D'accord. À moins que l'on connaisse les gens et qu'il y ait un motif particulier pour rester plus longtemps. Et les gens s'engagent à respecter le silence, à participer un peu aux prières de la communauté. Et on leur propose, mais alors là c'est tout à fait libre, s'ils veulent par exemple travailler avec nous. Par exemple en période de vendange, on leur propose volontiers de faire les vendanges avec nous, mais aussi d'autres travaux. Donc c'est à la fois une retraite spirituelle et personnelle. Ce que je veux dire, c'est le côté foi est quand même présent dans la retraite aux îles, au sein de l'abbaye. Le côté recherche spirituelle, oui. Le côté foi, je ne saurais pas vous donner un chiffre, mais je pense que une bonne moitié de nos hôtes sont des catholiques pratiquants, etc. L'autre moitié rentrerait dans une catégorie plus large qu'on pourrait dire personne en recherche. D'accord. Et ils logent, vous m'avez dit, juste derrière. Donc ils logent dans ces bâtiments-là. Juste derrière nous, d'accord. Et la vie monastique, elle s'organise comment? C'est-à-dire vous priez, vous travaillez, je suppose vous mangez, vous dormez. Et est-ce qu'il y a des horaires particuliers à cette vie? La vie monastique, d'abord, c'est une vie communautaire, donc, ce qui implique une vie ordonnée. D'accord. Parce que si vous êtes ermite, que vous vivez tout seul, vous pouvez vous fixer votre rythme. Si vous vivez en communauté, il y a le rythme de la communauté et ça fait partie de l'intégration dans la communauté que de suivre le rythme. Alors ce rythme prend toute la journée, du lever au coucher, avec sûrement comme particularité que tous les moines ont en commun. D'ailleurs, quelle que soit la religion, on a des contacts avec des moines bouddhistes, il y a cette même particularité, qui est le fait de se lever très tôt le matin, quand il fait encore nuit, pour avoir, dans le cas des chrétiens, un temps de prière de nuit. Ce qui fait qu'en ce moment, nous nous levons à 4h10 tous les matins pour avoir un temps de prière de 4h30 à 5h15 ou 5h30 suivant les jours. D'accord, donc c'est une vie ordonnée, à la fois tournée vers le travail et tournée vers la foi et vers Dieu. Mais le mot moine, ça vient d'un mot grec qui veut dire un. D'accord, vous faites un. On fait un la communauté et on cherche à avoir une vie unifiée. D'accord. Et donc, je pense à la différence de beaucoup de gens où finalement, pour des tas de raisons, ils séparent leur travail et leur vie personnelle. Nous, on essaye la vie de prière, la vie de travail, les repas que nous prenons en silence avec une lecture, etc. Tout ça fait une unité qui nous oriente vers le but que nous poursuivons, c'est-à-dire la recherche de Dieu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire sur cette île, c'est que ça fait 16 siècles
avec quelques interruptions que ça 16 dure. siècles. 16 siècles et 16 siècles dans ce bâtiment? Non, alors non. Ce Ah, bâtiment est d'accord. du 19e siècle, D'accord. mais 16 siècles, certainement ici. C'est-à-dire dans cette certainement. partie, certainement, c'est-à-dire on n'a pas trouvé à cet endroit, parce qu'il y a des bâtiments D'accord. de traces de construction du 5e siècle. Il y a de nombreuses traces de construction médiévale, D'accord. mais c'est le lieu où il y a l'eau, qui est derrière nous là. Et donc, la vie monastique commune s'est toujours située sur cette partie de l'île à proximité de l'eau. Donc, lorsqu'on marche dans le cloître, on marche Sur les pas de plusieurs générations d'innombrables générations de moines. D'accord. Et vous êtes combien à vivre ici? On est 21. D'accord. Et ce chiffre a toujours été... Non, c'est variable. Je pense, l'île est petite, elle Oui. fait 40 hectares. Les moines ont besoin de place Pour travailler, pour pour vivre? travailler, pour vivre. Je veux dire, on est stable, toujours dans le même lieu, etc. Donc, moi, quand je suis rentré au monastère, il y a longtemps, au siècle dernier, nous étions 40. C'était trop nombreux. 40. Donc, on D'accord. a été rouvrir une autre communauté parce qu'à 40, on était trop quelque part. Sur l'île ou Non, ailleurs. ailleurs? D'accord. Et je dirais que, c'est un point de vue tout à fait personnel, Bien sûr. de mon point de vue, entre 25 et 30 serait le chiffre idéal. D'accord. Simplement, il faut attendre que les vocations viennent. On n'a pas de cahier de recrutement Je pour me doute. recruter. Je me doute. Et vous dites que vous êtes 21. Si, avec votre accord, nous irons peut-être voir les vignes tout à l'heure. Oui. Pour tout ce travail, puisque quand on se promène le long de l'île, vous qui pouvez regarder cette vidéo, vous verrez, il y a des vignes exclusivement partout. Ce n'est pas une grosse somme de travail pour 21 personnes, pour 40 hectares? Nous ne faisons pas tout le travail nous-mêmes. Donc D'accord. on a aussi des employés, D'accord. ce qui est très traditionnel dans la vie monastique. On a aussi pas mal de bénévoles. D'accord. Donc on a ce monastère a la grande particularité, quand vous êtes sur l'île, vous êtes en pleine nature. Mais en même temps, vous êtes très près d'une ville. D'accord. Et donc, et même d'une grande agglomération, parce que Cannes, pays de l'Airain. c'est ça. Puis tout le bord de la mer, dans le département, c'est pratiquement une unique ville qui se touche, hein. Ce qui fait que dans la population cannoise ou les villes autour, il y a des gens qui ont envie de temps en temps de venir travailler sur l'île et de nous aider. Bien. Par exemple, pour faire les vendanges, on fait appel à des bénévoles. D'accord. Et on en a même presque Trop? pas. On doit organiser parce qu'on ne peut pas dire venez nous aider à faire les vendanges. Un jour, on risquerait d'avoir 50 personnes et on ne saurait pas quoi en faire. Donc on fait une liste, enfin, on organise un D'accord. peu. Ok. Et ça, je trouve que c'est bien. Ça nous, C'est ce qui fait aussi le lien peut-être entre la population laïque et la Oui, communauté. oui. On a un tissu de relations qui finalement est sûr. assez large. Bien sûr. Et qui est, par rapport à beaucoup de monastères qui sont dans des zones assez désertes, qui est plus large par le fait qu'on est dans une ville aussi. Après toutes ces explications, et si on allait voir peut-être de plus près les vignes, si cela ne vous dérange pas? Si vous voulez. Allez, avec plaisir. Allons-y. Suivez-nous. On se retrouve du coup au cœur des vignes, là où on peut se laisser surprendre par la grandeur de ces vignes. Oui, oui, la grandeur, où tout est biologique, vous nous disiez. Oui, alors non, on ne se laisse pas surprendre par la grandeur des vignes. En fait, par rapport à la norme des exploitations viticoles dans le midi de la France, c'est une petite exploitation. On a 7 hectares et demi, ce qui est de vignes, ce qui est tout petit, hein.
je l'ai dit, les vignobles dans le Var font facilement 20, 30, 40 ou voire davantage d'hectares. D'accord. Donc la particularité de ce vignoble, alors il existe depuis, alors pas ces vignes-là, mais le vignoble, on a des plans de l'île du XVIe siècle où il y a déjà des vignes sur l'île, ce qui est assez logique parce que les chrétiens ont besoin de vin pour célébrer la messe, pour boire aussi accessoirement, et donc il y a toujours des vignes associées avec les monastères. Et ils ont importé des vignes sur l'île pour la consommation personnelle et pour la commercialiser ou Alors pas, non, au XVIe siècle, non, c'était pour la consommation personnelle, je pense. Et donc nous, les moines ont replanté des vignes au XIXe siècle, au départ parce qu'on a aussi une petite distillerie sur l'île, c'était essentiellement pour distiller des alcools. D'accord. Nous faisons toujours, et ça fait une trentaine d'années que nous nous sommes lancés dans la production de vin pour commercialiser le vin. D'accord. Alors nos maîtres, on est des moines cisterciens. L'origine des moines cisterciens, c'est l'abbaye de Cîteaux qui est en Bourgogne. Oui. Le Clos Vougeot, dont vous avez certainement entendu parler, ça me parle en cours d'histoire. Était un vignoble de l'abbaye de Cîteaux. Et donc c'est vrai qu'on est, pour cette raison-là et d'autres raisons de connaissance, on s'est orienté vers les techniques bourguignonnes pour la vinification. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors cela veut dire, mis à part le fait qu'on est en agriculture biologique, parce qu'il y a un vrai souci de la communauté de protection de la nature, de développement durable, qu'on pratique ce qu'on appelle la vinification parcellaire. C'est-à-dire qu'on ne vinifie pas tout le raisin de l'île ensemble. D'ailleurs, il y a plusieurs cépages, etc. Mais on vinifie petite parcelle par petite parcelle. Et vinifier, qu'est-ce que ça veut dire? Vinifier, ça veut dire transformer le jus de raisin en vin. En vin, d'accord. Et une fois que le vin est en train d'aboutir, parce que ça prend quelques mois pour du blanc, et comme nous le rouge il passe en tonneau en bois, ça prend plus d'1 an. Lorsqu'on fait des assemblages, les parcelles qui vont bien avec d'autres parcelles. Chaque parcelle a sa caractéristique? Oui, chaque parcelle a sa caractéristique. Alors c'est dû au sol qui est différent légèrement, hein, pas radicalement, mais entre toutes, il y a plus ou moins de profondeur de terre, la lame rocheuse est plus ou moins proche, etc. Les arbres à côté ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ici, il y a des eucalyptus. Oui. Eh bien, l'eucalyptus pompe beaucoup d'eau. Ce qui assèche... Ce qui assèche le terrain. Et c'est du chardonnay. Le chardonnay d'ici n'a pas le même goût qu'un chardonnay qui serait loin des eucalyptus. Donc, c'est une vinification qui prend beaucoup de travail, mais qui vise à faire du vin bon et très typique de l'île. D'accord, et vous faites aussi vous avez parlé d'autres alcools? Oui. Ils sont faits à partir des vignes également? Alors, à partir du produit de la vinification, c'est-à-dire le marc, c'est-à-dire les peaux, une fois qu'elles sont pressées, on fait du marc, on distille, et puis on fait éventuellement de l'eau de vie, qui est de la distillation du vin. Et puis on fait d'autres liqueurs à base de plantes, avec parfois un peu de mélange avec de l'eau de vie. Enfin, c'est des recettes tellement secrètes que je ne les connais pas. Mais, vous ne les saurez pas du coup. Mais oui, mais disons aujourd'hui la vigne est plutôt pour produire du vin. D'accord. Ce qu'il y a aussi, donc sur l'île, il y a de la vigne, des oliviers, des figuiers. On est attentif, c'est de la végétation de la région, pour le paysage. On a un paysage agricole méditerranéen. Et on est sur un site protégé. Ce paysage fait partie de la caractéristique du site. Les vignes, les oliviers. Oui, vous nous l'avez dit, vous faites aussi de l'huile d'olive. Donc il y a des très vieux oliviers sur l'île et ça fait partie du paysage. Si vous allez sur Sainte-Marguerite, le paysage de Sainte-Marguerite, c'est la forêt, parce qu'il n'y a pas de culture. D'accord. Et le paysage de cette île, c'est de la forêt en bordure et des cultures au centre.
Et même au niveau des espèces végétales rares, des insectes protégés, etc., on n'a pas les mêmes. Que à côté. Ouais. D'accord. Par exemple, on a de l'ail noir sur l'île, qui est une espèce d'ail rare et protégée, parce qu'on a des grands espaces de terrain en herbe, avec un peu en friche, ce qu'il n'y a pas sur Sainte-Marguerite. Il ne pourrait pas y avoir d'ail noir sur Sainte-Marguerite. Par contre, ils ont d'autres choses que nous n'avons pas. Et vous, alors on va peut-être en reparler juste après, mais à la base, selon la légende, c'était une île où il n'y avait que des serpents, c'est bien ça? Alors c'est une légende. Oui. Voilà. Alors, ce qui est certain, lorsque le fondateur de la vie monastique, saint Honorat, arrive sur l'île, dans le plus ancien texte qu'on a qui décrit cela, qui est un texte qui lui est quasiment contemporain, d'accord, donc qui a été écrit 1 an après sa mort, on le décrit, il arrive déjà avec des compagnons, il y a eu une vie commune dès le départ sur l'île, on le décrit comme rassurant ses compagnons. Et il les rassure, donc dans le texte le plus ancien, en leur citant un verset de psaume, donc un livre de la Bible, où il est dit qu'on marche sur le serpent et sur le basilic. Et de cela, ça a été beaucoup amplifié au Moyen-Âge pour faire les serpents. Ce qui est sûr, c'est que cette île était inhabitée, non cultivée au 5e siècle quand saint Honorat est arrivé. Or, les Romains n'aiment la nature que cultivée. Donc une nature sauvage, pour un Romain, ça a un côté terrifiant, repoussant. D'accord. Et d'ailleurs, très vite, on nous dit saint Honorat s'installe, donc il commence à cultiver l'île, et on nous décrit cette île effrayante qui devient comme un petit paradis qu'elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a saint Eucher, donc est un moine qui vit au 5e siècle, qui a écrit ce qu'on pourrait dire le premier ouvrage de propagande en latin sur la vie monastique, qui s'appelle L'éloge du désert, et il dit que l'île apparaît aux moines tel le paradis qu'ils contempleront plus tard. C'est très beau. C'est très beau et il y a une part de vrai. Il y a une part de vrai. Et si on allait à présent peut-être parler, regarder, puisqu'elle est en travaux, l'ancienne tour, comment? On a la tour monastère. La tour monastère. C'est une tour qui a été transformée en monastère. Allez, allons-y. Nous sommes devant la tour monastère et la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est vraiment magnifique, cette tour monastère. Alors oui, c'est un bâtiment tout à fait unique parce qu'il y a une histoire unique. Donc au départ, c'est une tour semblable, pour ceux qui connaissent Cannes, la tour Sainte-Anne au Suquet, bien sûr, qui est ce qu'on appelait autrefois des tours sarrasines, donc des tours construites pour se réfugier lorsqu'on se sent menacé. Et c'est d'ailleurs le même abbé de Lérins au XIe siècle qui a construit la tour Sainte-Anne au Suquet et la première tour de cet ensemble. Ici, on ne la voit plus. Elle est englobée dans le reste. Elle est englobée dans le reste. On ne la voit plus. Et ensuite, donc, cette tour a été petit à petit agrandie. Et ce qui fait un monument très particulier, malheureusement, on ne pourra pas visiter encore pendant 2 ans parce qu'elle est en restauration, c'est que à la fin du XIVe siècle, les moines sont allés y habiter. D'accord. Pour se protéger? Donc, pour se protéger, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, ils ont aménagé les 2 premiers niveaux comme un monastère, avec 2 cloîtres superposés, alors qu'il y avait des soldats dans les niveaux supérieurs. Et ça, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il y a des ordres militaires, comme les Templiers, les chevaliers de Calatrava en Espagne et tout, qui construisent des bâtiments qui sont à la fois religieux et militaires. Mais ça, c'est en fait un bâtiment militaire au départ, qu'on va retransformer après pour en faire un bâtiment religieux, au moins dans ses premiers niveaux. Alors pour se protéger, oui, c'est les paradoxes de l'histoire. On a commencé à construire ça contre les Sarrasins, les morts, comme on disait à l'époque, qui à l'époque étaient encore en Provence et faisaient des razzias. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'île, il y a au 8e siècle une razzia sarrasine qui massacre les moines, et il y a au 11e siècle un kidnapping de jeunes moines par les Sarrasins pour en obtenir une rançon. D'accord. Mais en fait, ensuite, les Sarrasins s'évanouissent, si l'on peut dire, et l'abbaye a été tout autant, sinon plus ennuyés par ses voisins qui étaient de bons chrétiens, les Génois et les Espagnols. Bien sûr. Et en fait,
c'est contre les Génois et les Espagnols que les moines sont allés se retirer dans cette tour. Se retirer dans cette tour qui est du combien? Alors qui, début est 11e, 12e. 11e, 12e. Et puis l'aménagement se poursuit militairement jusqu'à la fin du XIIIe, début XIVe siècle. Et fin XIVe siècle, on fait l'aménagement intérieur pour le transformer en monastère. Et militairement, c'était des militaires du roi qui étaient Alors présents militairement, jusqu'au XVe siècle, la Provence est un État souverain. D'accord. Et donc l'abbé de Lérins est un seigneur provençal, et donc c'est des militaires du seigneur abbé. D'accord. Et puis lorsque la Provence devient française, on est 15e siècle, c'est des militaires du roi. Et la cohabitation était difficile? Est plus compliquée parce que les rythmes de vie et les idéaux de vie ne sont pas les mêmes, pour faire rapide. D'accord. Et là, parlons peut-être plus de la restauration. Elle est en restauration depuis combien de temps et jusqu'à quand? Donc elle est en restauration depuis 1 an en gros, mais ça devait commencer avant, mais la crise sanitaire a fait que ça a été retardé. Donc en fait, les échafaudages, alors aujourd'hui ils sont là, ils étaient avant à un autre endroit, ont été montés en juillet 2020. D'accord. Puis on a commencé les travaux de restauration en septembre 2020 et normalement on espère que fin 2022, ça sera terminé. C'est une restauration pour maintenir un bâtiment qui était en train de se dégrader dans l'état où il est. Il n'y a pas de reconstruction, pour le mettre hors d'eau. Oui, par rapport à la pluie. Par rapport à la pluie, aux embruns, et qu'on est quand même très en bord de mer. Oui, je pense. Et puis aussi, mais alors ça, on est en train de réfléchir petit à petit. À la fin, ça doit être un lieu où on part des moyens encore à fixer. C'est une vraie question. Ça soit un peu un centre d'interprétation de l'histoire de l'île et de la vie monastique. D'accord. Mais on a commencé à interroger un peu les gens qui viennent sur l'île et eux sont très demandeurs d'une interprétation humaine, si l'on veut dire, à base de guides, comme on a l'été sur l'île. D'accord, oui, je vois. Alors que nous, au départ, on a pensé plutôt une interprétation numérique, parce que paradoxalement, c'est ce qui est le plus simple, et donc il va falloir qu'on trouve un équilibre entre les deux. Un équilibre. Et le bâtiment est classé au monument historique? Le bâtiment est classé au monument historique, c'est même un des premiers bâtiments classés en France. Il est sur la première liste, dite liste Mérimée, parce que c'est Prosper Mérimée qui vivait à Cannes à l'époque, qui était inspecteur national des monuments historiques et qui fait la première liste au milieu du 19e siècle. D'accord. Oui, en tout cas, c'est un très très beau bâtiment que vous pourrez peut-être, je l'espère, visiter en juillet 2022, vous m'avez dit? Non. 23? Juillet 2023 ou printemps 2023. Printemps ou juillet 2023, et ce sera un plaisir de revenir peut-être sur l'île. Merci beaucoup Frère Vladimir pour nous avoir fait partager un moment avec vous, un moment d'histoire et un moment de votre vie sur l'île Saint-Honorat. Merci d'être venu et merci à vous de faire partager ce qu'il y a sur l'île et ce que nous vivons. Voilà, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site de l'abbaye de Lérins ainsi que sur la page Facebook.